Écoutez, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints sur cet atelier des cartes qui va traiter aujourd'hui de la commande publique sous deux aspects, donc la loi ASAP et puis la plateforme du GIP Maximilien. Donc je me présente, je suis Nathalie Bouillon, chef de mission Deep Tech et PME innovante au sein de Descartes Développement et Innovation. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Descartes Développement et Innovation, nous sommes une association de loi de 1901. Nous sommes la structure d'information et de promotion du pôle d'excellence ville durable Cité Descartes et de ses partenaires. Et à ce titre, nous avons, on va dire, trois grandes missions. Une première qui est liée à l'attractivité du territoire. C'est ce qui nous réunit un petit peu aujourd'hui. Donc dans ce cadre-là, nous mettons en place des animations, que ce soit des ateliers à destination des PME et startups sur des thématiques, on va dire, pratico-pratiques, des conférences d'innovation avec les grands groupes avec lesquels nous sommes partenaires, et puis des événements B2B de networking destinés aux PME et startups qui souhaitent se développer. Ensuite, toujours sur cette thématique d'attractivité, nous avons une offre qui est réservée aux PME et startups dites innovantes, une offre d'accompagnement qui va porter sur de l'innovation, sur l'accompagnement d'innovation sur le territoire, du développement et de la mise en relation avec les parties prenantes, toujours au sein du territoire, et puis un accompagnement sur l'entrepreneuriat. Nous avons également une deuxième action, une deuxième mission, qui est liée à l'incubateur Descartes. D'ailleurs, je vois que dans le public, on a un certain nombre de startups qui sont incubées chez nous. Donc, l'incubateur Descartes, c'est un incubateur qui accueille à l'année une vingtaine de startups. Donc avec un accompagnement, on va dire, assez classique. L'idée étant que des porteurs de projets et des start-upers puissent développer leur activité, développer leur posture entrepreneuriale. Et puis, une troisième mission qui est liée à notre Fab Lab, le Fab Lab Descartes, qui est un espace qui est ouvert à tout public, donc aussi bien du grand public, des chercheurs, et puis également des professionnels et entrepreneurs dans le cadre de leurs projets de start-up. Et l'idée est de venir donc, au sein du Fab Lab pour développer tout ce qui est aspect de prototypage, pré-série, ou même se former sur des nouveaux équipements. Également former ces équipes puisque on organise des formations et également des ateliers dits de team building. Donc voilà, c'était une présentation assez courte des Descartes Développement Innovation parce que l'objectif aujourd'hui, c'est surtout de parler donc, de la commande publique. Donc pour cela, nous accueillons deux intervenantes. Donc notre première intervenante, Manel Gadri, qui est directrice de la commande et des achats publics au sein de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, qui est un partenaire de Descartes Développement Innovation, qui nous parlera de l'incidence de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite loi ASAP, sur la commande publique. Puis nous accueillerons Sandrine Bousquet, directrice adjointe du GIP Maximilien, qui est donc le portail de l'administration numérique en Île-de-France et qui regroupe à peu près, on va dire, 80%, qui centralise 80% de la commande publique francilienne. Donc l'événement est enregistré et nous mettrons assez rapidement sur la chaîne YouTube de Descartes Développement Innovation. N'hésitez pas à poser des questions dans le fil de discussion et d'ailleurs même après en direct si vous le souhaitez à la fin de chaque intervention. Donc Manel, je vous laisse la parole. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Du coup, je vais partager mon écran. Vous me dites si ça fonctionne ou pas. C'est bon pour vous? C'est bon, Manel. Oui, ok, super. Donc, bonjour à tous. Donc, comme vient de l'annoncer Nathalie, l'objet de cet atelier porte sur les incidences de la loi d'accélération, simplification de l'action publique en matière de commande publique. Quelques mots d'abord sur la communauté d'agglomération. Quelques mots de présentation de la communauté d'agglomération. Donc, Paris-Vallée de la Marne voilà, est issue d'une fusion en date du 1er janvier 2016. Elle comprend 12 communes. On est sur à peu près un peu plus de 227 000 habitants, 17 200 entreprises répertoriées sur le territoire, 78 000 emplois et 18 000 étudiants.
S'agissant de ces compétences, ce sont des compétences plutôt larges puisque c'est une communauté d'agglomération. Donc, nous avons le développement économique, l'aménagement de l'espace communautaire, l'eau, l'assainissement, l'environnement, le cadre de vie et puis tous les équipements culturels et sportifs. Et toutes ces compétences sont autant de marchés que passe la collectivité pour répondre à ses besoins et satisfaire l'intérêt général des usagers. En chiffres, encore quelques chiffres sur la communauté d'agglo, vous dire que il y a 29 parcs d'activités. Plus de 3000, en tout cas en 2020, a été recensé, donc 3000 ont été recensés 3000 immatriculations nouvelles. Et 3 secteurs prépondérants, le tertiaire, le BTP et l'industrie. Donc, voilà quelques mots rapides de présentation de la communauté d'agglomération. Ensuite, s'agissant du déroulé de l'intervention, donc je vous propose dans un premier temps de voir avec vous les objectifs de la loi ASAP. Et ensuite, on va décliner au fur et à mesure les incidences. Donc, première incidence sur l'un des seuils en matière de marché travaux, un relèvement temporaire des seuils de marché travaux. Les autres incidences, donc on en a qui portent sur les règles de passation. Donc, le motif d'intérêt général, je pense que vous en avez tous entendu parler et qui mérite des précisions. Les dispositions spécifiques également aux marchés globaux, donc c'est aussi une thématique importante qui peut vous intéresser. Nous avons également des incidences au niveau des modalités d'exécution des marchés et notamment via la création d'un dispositif de circonstances exceptionnelles. Après, voilà, la loi ASAP est très large, elle prévoit pas mal de dispositions et du coup, je terminerai la présentation par les autres mesures de simplification. Alors, s'agissant des objectifs de la loi ASAP, ceux-ci sont au nombre de 2. Donc, je rappelle simplement que la loi a été publiée le 8 décembre 2020 et elle est d'application immédiate. Sa prise d'effet date du même jour. Premier objectif, c'est soutenir les opérateurs économiques dans le cadre du plan de relance. Et deuxième objectif, pérenniser certaines dispositions de simplification qui ont été mises en place pendant l'état d'urgence sanitaire via l'ordonnance du 25 mars 2020. Donc, sur la partie la simplification liée à la crise sanitaire. La première incidence dont je veux vous parler concerne donc le seuil des marchés publics de travaux. Nous sommes sur un relèvement temporaire de ce seuil. Donc, au niveau des slides, elles sont toutes un peu présentées de la même manière. Je vous indique le dispositif, en fait, l'article de la loi qui vise la disposition, les objectifs et puis un point de vigilance ou les points de vigilance. Alors, s'agissant du relèvement du seuil, on est sur un seuil de 100 000 € hors taxe. Donc, désormais, les marchés publics de travaux d'un montant inférieur à 100 000 € hors taxe peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalable, puisque le principe, c'est tout de même le principe, c'est ça en termes de commande publique, c'est une publicité et une mise en concurrence. Là, on déroge à cette exception et c'est une dérogation temporaire puisqu'elle est possible jusqu'au 31 décembre 2022. Objectif, toujours le même, relancer les chantiers publics et encourager la reprise dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et faciliter la contractualisation avec les TPE et PME. Alors, dans la mesure où c'est une dérogation au principe de la commande publique, bien oui, il y a un gros point de vigilance qui a été rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 3 décembre 2020. Il a bien indiqué que cette dérogation n'exonère toutefois pas les acheteurs publics du respect des exigences constitutionnelles que sont l'égalité de traitement devant la commande publique, la liberté d'accès et surtout le bon usage des deniers publics. Donc concrètement, qu'est-ce que cela signifie? C'est que l'acheteur se doit de veiller, il doit veiller justement à choisir une offre pertinente, à faire un bon usage des données publiques et surtout à ne pas contractualiser systématiquement avec une même entreprise
surtout si on est dans un secteur d'activité où il y a une pluralité d'offres susceptibles de répondre aux besoins de la collectivité. Voilà les garde-fous de cet assouplissement. Je vais juste regarder les conversations. Pas de questions pour le moment. Alors, la slide d'après, concernant la mise en œuvre concrète de cette disposition, donc ça mérite quand même une petite précision. Donc voilà, la règle, c'est ça. Marché travaux inférieur à 100 000 € hors taxe, possibilité de passer sans publicité ni mise en concurrence. Et cette disposition concerne aussi les lots travaux. C'est-à-dire que quand on est dans le cadre d'une opération, d'une consultation à l'outil, lorsque les lots sont d'un montant inférieur à 100 000 € hors taxe, ils peuvent faire l'objet de cette disposition et donc du coup être conclus sans publicité ni mise en concurrence, à la condition toutefois que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20% de la valeur totale des lots, de la consultation à l'outil. Je voulais juste profiter de cette disposition pour rappeler que les autres seuils, en revanche, n'ont pas changé. On est bien, seuls les marchés travaux sont concernés par ce relèvement temporaire. Pour les marchés de fourniture et de services, nous sommes bien sur le seuil de 214 000 € hors taxe par rapport à la procédure formalisée. Et puis, c'était l'occasion aussi de vous rappeler qu'on a un seuil intermédiaire. Donc, je ne sais pas si vous en avez connaissance, mais le seuil des 40 000 € hors taxe. En dessous de 40 000 € hors taxe, il est possible de contractualiser sans publicité ni mise en concurrence. Par contre, l'acheteur a l'obligation de publier les données essentielles des marchés passés entre un montant de 25 000 € hors taxe et en dessous de 40 000 € hors taxe. Donc, je vous ai mis la slide ici. Donc, c'est pas en lien avec la loi ASAP, mais c'était l'occasion de faire ce petit rappel de seuil intermédiaire. S'agissant des autres incidences de la loi ASAP, donc, on a comme incidence donc, le motif d'intérêt général et les marchés globaux. Concernant le motif d'intérêt général, donc concrètement, de quoi s'agit-il? On a la loi ASAP, donc ajoute à la liste des motifs permettant à l'acheteur de ne pas mettre en concurrence et de ne pas publier sa consultation, il ajoute le motif d'intérêt général. Clairement, le texte, c'est ça, donc la situation dans laquelle le respect d'une procédure de mise en concurrence serait manifestement contraire à un motif d'intérêt général. Je vous rappelle les motivations qui existent déjà. L'infructuosité d'une première procédure, l'urgence particulière, l'objet ou le montant estimé du marché, ou lorsqu'une procédure avec publicité et mise en concurrence est inutile ou impossible au regard ou manifestement contraire aux intérêts de l'acheteur. Donc ça, ce rappel des motivations, c'est le texte tel qu'il existait avant la publication de la loi ASAP. La loi ASAP ajoute le motif, désormais le motif d'intérêt général. Mais concrètement, de quoi s'agit-il? Il faut savoir que c'est pareil, c'est une disposition qui a fait l'objet d'un contrôle du Conseil constitutionnel. La direction des affaires juridiques a également communiqué sur cette disposition. C'est une disposition forte qui déroge aux obligations de publicité et de mise en concurrence. En revanche, son application n'est pas laissée à la libre appréciation des acheteurs. Voilà, je vous le mets là dans la slide. On est dans le cadre un décret en Conseil d'État doit venir préciser ce qu'est un motif d'intérêt général, dans quel cadre, en fait, ce motif pourra être utilisé pour permettre à l'acheteur de déroger à cette obligation de publicité et de mise en concurrence. Donc, ce n'est pas laissé à la libre appréciation des acheteurs. Manel, je me permets de vous couper parce qu'il y a deux questions dans le fil. Oui, je viens de les voir.
Alors, pouvez-vous préciser à quoi correspond exactement ce seuil de 20% des lots? Nous avons eu débat avec une collectivité à ce sujet. Les 20%, en fait, vous prenez, c'est par rapport au relèvement du seuil, les 20%, vous prenez le montant total de votre consultation, quand c'est dans le cadre d'une consultation à l'OTI, vous prenez le total de chaque lot. Et c'est le total des lots qui sont considérés comme étant inférieurs à 100 000 € qui ne doit pas dépasser les 20% du montant total de la consultation. Je n'ai pas d'exemple concret, mais par exemple, une consultation avec 4 lots, un lot étanchéité, un lot peinture, un lot plomberie, un lot électricité. Si vous identifiez le lot plomberie et le lot électricité inférieur à 100 000 €, vous pourrez les lancer sans publicité ni mise en concurrence, à la condition que le montant cumulé de ces deux lots-là ne dépasse pas les 20% du montant total de la consultation. Ok, merci. Je précise, c'était dans le cadre d'une consultation restreinte parce que nous, on fait des toilettes innovantes, donc on voulait se mettre sous le décret de l'absence de consultation d'appel d'offres pour les produits innovants sous le seuil de 100 000 €. Et dans une des collectivités, ils nous ont dit oui, mais nous, on a déjà des toilettes par ailleurs. Alors qu'ils n'avaient pas lancé de consultation pour installer d'autres toilettes. Et dans l'autre collectivité, ça n'a pas posé de problème. Donc, il y avait un énorme flou. Et c'est vrai que je ne maîtrise pas encore quand c'est dans le cadre d'une consultation restreinte, sur quelle période, de ce que je comprends de ce que vous dites, c'est il faut vraiment voir comment ils ont libellé, quels sont les travaux qui sont concernés dans la consultation qui est lancée. C'est ça la référence. Une consultation restreinte, c'est que vous êtes sur d'abord une analyse des candidatures, puis une analyse des offres. Donc, peu importe, finalement, la règle de calcul est identique, que ce soit une procédure ouverte ou une procédure restreinte. D'accord. Mais en tout cas, c'était une consultation pour équiper en toilette publique autonome. Donc, nous, on est les seuls à fournir ce genre de toilette et innovante. Et puis finalement, la collectivité a décidé de passer par un autre biais parce qu'ils craignaient cette discussion sur le seuil de 20% des lots, sauf que pour moi, il y avait pas ils n'avaient pas lancé de nouveau de consultation sur l'ensemble de leur marché toilette. D'accord. Donc pour vous, ce n'était pas une consultation à l'OTI, c'était une consultation simple en fait. Voilà, exactement. Non, après, il y a aussi le seuil des 100 000 € pour tout ce qui est achat innovant. Donc peut-être que c'est ouvert là. Voilà. Et au niveau de cet article-là, cette disposition-là, que le marché a été conclu. Mais en tout cas, la règle est celle-ci pour lorsque vous êtes sur une consultation à l'OTI. Et d'ailleurs, la règle des 20% n'est pas propre à ce relèvement de seuil. Hein. C'est quelque chose qui existe déjà. Sur les achats innovants aussi. Alors, les achats innovants, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais sur les, faut que je vérifie, mais sur il m'a été dit, sur les consultations à l'OTI avec petit lot. Là, ça concernait aussi les achats innovants. D'accord. Et le truc, c'est que personne n'avait, à part nous, n'avait de solution innovante. Donc, il y a eu une grosse difficulté à savoir jusqu'à quel point, quel lot était considéré. Oui. Après, c'est vraiment la définition d'un achat innovant, ça reste quand même quelque chose de compliqué et de voilà. Bon, là, il n'y a pas de complication particulière puisque c'est breveté et il y a eu beaucoup de prix d'innovation. Donc, il n'y a pas de débat véritablement sur le caractère innovant. D'accord. Alors, je vais avancer parce que du coup, je vois que pour ne pas prendre trop de retard sur ma présentation, j'espère avoir répondu en tout cas à votre question. Concernant la deuxième question, donc savez-vous s'il existe d'autres dérogations sur le seuil de mise en concurrence? Oui, alors il existait la dérogation pour les marchés d'achat de denrées alimentaires, mais qui a pris fin. Donc ça a été mis en place aussi pendant la crise sanitaire en 2020, mais ça a pris fin là au mois de décembre 2020. Donc à ce jour, c'est bien la seule disposition dérogatoire. C'est le seul seuil, en fait, qui a été relevé de façon temporaire.
Donc, j'en étais sur le motif d'intérêt général et sur sa mise en application concrète. Donc, voilà, ce que vous retrouvez au niveau de la slide, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, point de vigilance, c'est une disposition qui ne peut pas être utilisée encore par les acheteurs, dans la mesure où on attend qu'elle soit précisée dans le cadre d'un décret en Conseil d'État. Mais soyez rassurés sur le fait que ce n'est pas une interprétation qui sera propre à chaque acheteur. Je vous ai également mis la slide qui rappelle les principes à respecter, puisque c'est ce qu'a dit quand même le Conseil constitutionnel sur cet aspect. Donc, voilà ce que je vous disais aussi tout à l'heure, le choix d'une offre pertinente, une bonne utilisation des deniers publics et surtout, ne pas contractualiser systématiquement avec le même opérateur, surtout lorsqu'il existe une réelle concurrence. S'agissant des marchés globaux, donc les marchés globaux, on est sur la disposition prévue par la loi ASAP sur cet aspect-là, c'est pour permettre justement un accès, faciliter l'accès des TPE, PME et artisans aux marchés globaux. Donc, deux mesures ont été introduites par la loi ASAP. Tout d'abord, une part minimale d'exécution du marché doit être réservée à des TPE, PME, donc un marché global, et l'intégration d'un critère d'attribution relatif à la part d'exécution du marché qui sera confiée à une TPE, PME ou à un artisan. Donc, un décret tout récent du 30 mars 2021 est venu fixer cette part minimale à 10%. C'est ce qui existe déjà sur les marchés de partenariat. L'obligation pour le titulaire, du coup, concrètement, voilà, il a l'obligation de sous-traiter une partie de son marché. Donc, à minima, ce sera 10%. Et obligation pour l'acheteur, donc là, elle est double, l'obligation pour l'acheteur. Là, c'est tout d'abord veiller au respect de cette exigence des 10% lorsque l'entreprise présente son offre lors de l'analyse et une vigilance au stade de l'exécution. C'est-à-dire que dans la mesure où c'est une obligation contractuelle, l'acheteur devra s'assurer du respect de cette obligation par l'entreprise. À défaut, des pénalités seront appliquées. Donc, les objectifs, de nouveau, favoriser l'accès à la commande publique aux TPE, PME, artisans et inciter les entreprises à aller au-delà de la part minimale fixée par décret. En fait, c'est ce qu'incite le critère d'attribution. Voilà, il permet du coup aux entreprises de proposer plus que 10% de part. S'agissant des incidents sur les modalités d'exécution, donc nous sommes sur la partie création d'un dispositif de circonstances exceptionnelles. Il s'agit tout simplement de pérenniser le dispositif qui a été mis en place. Alors, il y a une question. Est-ce plus coercitif que les dispositions précédentes ? Le critère d'attribution par rapport à ce pourcentage de parts réservé aux entreprises, aux TPE, PME, oui, c'est quand même une nouveauté et ça incite. Parce que si vous voulez, les marchés globaux sont une dérogation au principe d'allotissement. Donc déjà, voilà, ça porte atteinte au principe d'allotissement. Et en prévoyant ces deux dispositions-là, ça permet de rééquilibrer en fait les choses et de favoriser les petites entreprises pour pouvoir participer et pour ne pas être exclus des marchés importants. Il y a une question, Manel, aussi juste avant sur le seuil concernant les marchés innovants. Je ne sais pas si vous voyez, puisque vous l'avez évoqué, pourriez-vous détailler très rapidement le seuil pour les marchés innovants? Donc, on est à 100 000 euros hors taxe pour les marchés innovants, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. À vérifier, mais je pense que c'est 100 000 euros. Et quelle démarche? Alors, oui. Alors ça, quelle démarche pour être qualifié d'innovant? Il faut, là, c'est quand même, il y a le texte, mais il y a aussi une interprétation. Et je ne rentrerai pas dans ce détail là, lors de cet atelier. Ça sera trop long. Et puis, c'est vraiment très précis comme question. Donc, à la rigueur, on pourra vous apporter la réponse plus tard, mais c'est un peu au cas par cas aussi. Nous, on n'a jamais encore passé de marché innovant au sein de la CA et je pense que ça mérite
une grande attention. Oui, c'est bien 100 000 €, merci. Oui, un vrai sujet effectivement à programmer. Après, voilà, faut regarder aussi la jurisprudence en la matière quand les textes sont pas très précis. Et ça, je peux pas vous donner d'éléments aujourd'hui là-dessus. Alors, sur du coup le dispositif des circonstances exceptionnelles, donc voilà, je vous disais, ça pérennise le dispositif mis en place par l'ordonnance du 25 mars 2020. Donc, on est sur des mesures dérogatoires à la fois sur la passation mais aussi sur l'exécution, justement pour faire face aux difficultés que nous avons tous rencontrées lors de la crise sanitaire. Alors, les points de vigilance, c'est ça, c'est que la mise en œuvre de ces dispositions de la loi ASAP ne sont applicables uniquement lorsque une loi reconnaît l'existence de circonstances exceptionnelles. Donc là, l'idée, c'est que les dispositions sont là, elles sont présentes dans le code, mais par contre, on ne pourra les utiliser en tant qu'acheteur public uniquement lorsque une loi viendra indiquer qu'on est dans le cadre d'une circonstance exceptionnelle. Et l'autre élément également, elles doivent être aussi en lien, il faut qu'on puisse justifier que ces mesures sont nécessaires dans le cadre de la passation ou de l'exécution. Donc, dans la slide d'après, je vous donne des exemples. Peut-être que vous avez eu l'occasion de les rencontrer, ces cas lors de la crise du coup de mars 2020. Donc, on est par exemple en termes d'aménagement sur les modalités de la consultation. Il est possible si une visite obligatoire était programmée, prévue dans le règlement de consultation, il est possible d'y déroger en pleine consultation, c'est-à-dire de retirer cette obligation ou de décaler la date de visite. Il est possible aussi de décaler la date limite de remise des offres, de la modifier. Sur les modalités pratiques d'exécution, il est désormais possible de prolonger par avenant les contrats qui arrivent à échéance pendant la période de circonstances exceptionnelles parce qu'il y a des difficultés à relancer un marché pendant cette période. Pour les accords cadres, il y a également la possibilité de déroger au principe d'une durée maximale de 4 ans. Pareil, lorsque la durée des 4 ans arrive à terme au moment de la période de la crise. Il est également possible du coup de proroger de façon proportionnée le délai d'exécution lorsque celui-ci a été impacté par les circonstances exceptionnelles. Et puis, alors surtout, je pense que ça, c'est quelque chose d'important pour les entreprises, l'impossibilité pour l'acheteur d'appliquer les pénalités en cas de difficulté d'exécution liées, bien évidemment, aux circonstances exceptionnelles. Donc, ce sont, voilà, toutes ces mesures étaient présentes dans l'ordonnance de 2020, de mars 2020, et désormais, elles sont inscrites dans le code. S'agissant des autres mesures de simplification, alors nous avons donc pour la première la protection des entreprises en redressement judiciaire, l'assouplissement des avenants pour les marchés passés avant le 1er avril 2016, le régime unique pour les marchés réservés et l'exclusion de certains marchés de services juridiques. Donc, par rapport aux entreprises en redressement judiciaire, donc désormais, une entreprise peut participer à un marché public, même si elle est en redressement judiciaire, à condition toutefois qu'elle bénéficie d'un plan de redressement. La loi ASAP prévoit également l'interdiction pour l'acheteur public de résilier un marché au seul motif que le titulaire en cours d'exécution est placé en redressement judiciaire. En revanche, attention, point de vigilance là-dessus, c'est que la période d'observation doit être d'une durée suffisante au regard de la durée estimée du marché, ce qui est normal afin de ne pas fragiliser l'exécution du marché public et de rassurer aussi l'acheteur public. L'exclusion sera aussi possible si la demande de redressement est rejetée ou si l'entreprise est placée en liquidation judiciaire.
Donc, concernant les modifications, du coup, l'extension des dispositions du Code de la commande publique au marché passé avant le 1er avril 2016. Donc, on a un assouplissement des avenants. Donc, les avenants peuvent désormais être justifiés par les motifs, donc du coup, des travaux, des fournitures ou des services supplémentaires qui sont devenus nécessaires lors de l'exécution du marché. Et lorsque ces modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas pour les marchés passés avant le 1er avril 2016. C'est désormais un motif qui peut être soulevé et utilisé pour ces marchés. Ensuite, la loi ASAP a introduit également un régime unique pour les marchés réservés. Donc, désormais, lorsque l'acheteur lancera un marché réservé, il n'aura pas l'obligation en fait, d'indiquer si ce marché est réservé pour les entreprises adaptées, les EA, ou les ESAT, ou encore pour les SIAE. Donc, il faut savoir que les EA et les ESAT interviennent sur la partie personnes porteuses de handicap, alors que les SIAE ont vocation à favoriser les personnes éloignées de l'emploi. Donc, on est sur de l'insertion professionnelle dans les deux cas, mais d'un côté, c'est en faveur des personnes handicapées et de l'autre, c'est en faveur des personnes éloignées de l'emploi. Donc, désormais, voilà, lorsqu'une collectivité lancera un marché réservé, ce sera un marché réservé qui sera ouvert à toutes ces structures. Ensuite, s'agissant des prestations de services juridiques. Alors, pareil, la loi ASAP est venue ajouter à la liste des exclusions sans publicité ni mise en concurrence les prestations de services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat et les prestations de services de consultation juridique qui sont liées à un contentieux existant ou à venir. Voilà. Donc, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les services juridiques de conseil dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage n'est pas concerné par cette exclusion. Donc, on est bien, l'exclusion ne concerne que le lien, en fait, l'intuitu personae que peut avoir un avocat avec son client. Et c'est ce qui, d'ailleurs, justifie cette dérogation. Donc, par rapport, voilà, j'en ai terminé sur la partie sur les incidences de la loi ASAP. Je voulais simplement profiter aussi de cet atelier pour vous rappeler les guides qui existent, parce qu'il y en a pas mal, tant à destination des acheteurs, mais aussi à destination des entreprises. Et ils sont plutôt bien faits. Donc, côté CAPVM, donc on a sur le site Internet, vous pouvez retrouver les annonces que publie la CAPVM, parce qu'il y a un lien vers le profil acheteur Maximilien. Il y a également du coup le support de présentation sur la procédure de passation des marchés que la DCAP a animé pour les petites entreprises. Donc, on mettra aussi ce support à votre disposition, ainsi que le petit guide là-dessus petit guide à destination des entreprises. Il faut savoir également qu'il existe du coup le site internet ecoaglopvm.fr qui est un site internet à destination des entreprises qui reprend l'actualité économique au niveau du territoire. Et nous allons, nous, côté commande publique, profiter de ce site pour mettre des éléments concernant la commande publique. Ensuite, il y a également les guides publiés par la Direction des affaires juridiques. Et il y en a un récent qui est sorti, le guide pour faciliter l'accès des TPE-PME à la commande publique. Vous le retrouvez, vous allez sur le site de la Direction des affaires juridiques et vous pouvez le retrouver assez facilement. Il y a également le guide, il y a pas mal de guides, mais je vous ai mis ces deux-là parce que je pense qu'ils sont quand même assez importants. Le guide pratique de la dématérialisation des marchés publics, donc c'est un guide qui est quand même assez important dans la mesure où aujourd'hui, dès lors que vous êtes sur un achat supérieur à 25 000 €, la procédure doit être dématérialisée. Voilà. J'ai 5 minutes de retard, mais j'essaie de tenir le timing.
Merci beaucoup, Manel, pour cette présentation très, très claire. Je ne sais pas si vous avez des questions, j'en vois pas dans le fil de discussion. Est-ce que d'autres participants ont des questions? Sinon, voilà, je propose qu'on passe rapidement à la présentation de Séverine Bousquet et puis de François Cureau, qui est juriste au GIP Maximilien. Bon, pas de questions. Bonjour. Ah, Pardon. allez-y, Sandrine. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, effectivement, on va faire cette présentation à deux voix avec François Curand, le juriste de Maximilien. Donc, avant de lui céder la parole, je vais vous dire quelques mots déjà sur qui est Maximilien, qu'est-ce qu'on fait, et puis comment vous allez pouvoir vous inscrire sur la plateforme Maximilien. Et puis, François vous expliquera ensuite comment trouver un marché, comment soumettre une offre et comment contacter l'assistant. Donc là, on ne parle pas forcément des sujets juridiques. Effectivement, il y a des guides qui vous ont été présentés. Et puis, François vous le redira aussi, nous-mêmes, nous organisons des temps de communication auprès des opérateurs économiques un petit peu plus longs que ce que l'on a ce matin. Et donc, du coup, on vous remettra le lien. Voilà, donc je ne sais pas si François, tu peux avancer les slides. Sur Maximilien, donc on est donc le service public régional en matière d'administration électronique pour l'achat public. On a été donc créé d'abord sous forme d'une association, puis on s'est transformé en groupement d'intérêt public avec 11 membres fondateurs, la région, les départements, Plaine Commune, la ville d'Aubervilliers et l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France. Et quand Maximilien a été créé, il y avait 3 objectifs. Le premier, et c'est pour ça qu'on a été financé par la région au titre du développement économique, c'était de permettre aux entreprises, aux opérateurs économiques comme vous, de pouvoir retrouver toute la commande publique francilienne sur un seul site Internet et ne pas aller une fois sur le site d'une ville, du département, d'un bailleur et puis d'un hôpital, mais c'est d'avoir sur un seul endroit tous les marchés publics de la région Île-de-France. Donc aujourd'hui, Maximilien a beaucoup grossi puisque voilà, il compte aujourd'hui 370 membres. Donc c'est pas tous ce qu'on appelle les pouvoirs adjudicateurs, donc toutes les structures qui sont soumises au code de la commande publique, parce qu'il y en a beaucoup. Mais par contre, on regroupe les plus gros de nombreuses villes. Voilà, donc et puis des structures importantes comme l'UGAP qui est sur votre territoire ou pas très loin, mais aussi le comité olympique, la Solidéo, le RESA qui aussi lui propose, le RESA c'est le réseau des acheteurs hospitaliers qui propose lui-même aussi nos services à d'autres établissements hospitaliers, ce qui fait qu'il y a beaucoup de possibilités aussi de répondre à des marchés sur ce secteur-là. Voilà, donc aujourd'hui, c'est 11 milliards de commandes publiques qui sont disponibles et qui sont diffusées sur la plateforme Maximilien sur les 16 milliards, ça c'est des chiffres de 2019, de commandes publiques en Île-de-France au sens large. Tu peux avancer si tu veux, s'il n'y a pas de questions. Donc, voilà, on est un service public et on s'appuie sur des prestataires qui mettent à disposition différents outils. Donc, excusez-moi, je complète. Donc, 3 objectifs quand Maximilien a été créé, c'était donc l'accès des entreprises au marché public. Le deuxième objectif, c'était d'accompagner les acheteurs publics, donc les collectivités et toute structure qui est soumise au code de la commande publique, vers une dématérialisation de bout en bout de la chaîne d'achat pour aller justement vers une commande publique 100% numérique, de la partie sourcing jusqu'à la partie signature des documents, des contrats et archivage aussi, puisque quand on signe de manière électronique, il faut aussi après pouvoir proposer un archivage légal. Et le troisième objectif, c'est de développer aussi les achats publics responsables et on travaille sur les 3 piliers du développement durable. On porte une mission sur l'aspect social, sur les clauses sociales. On accompagne les acheteurs publics sur les parties clauses sociales et on développe aussi des actions sur la partie environnementale et notamment les achats publics circulaires. Voilà, donc ça, c'est les 3 objectifs de Maximilien. Donc, Maximilien, on est à la fois donc, une plateforme de dématérialisation, ce qu'on appelle un profil acheteur. C'est là où vous allez pouvoir
déposer vos offres, et ça va de la partie sourcing, passation, jusqu'à la signature du contrat. Mais on est aussi un portail d'avis, c'est-à-dire que sur Maximilien, on met en avant les offres et les consultations de nos membres, mais on a aussi des partenariats avec d'autres éditeurs pour fournir des consultations qui proviendraient pas des membres de Maximilien, mais avec qui on aurait un partenariat. Par exemple, tous les ministères sont sur une autre plateforme qui a le même prestataire que nous, et elles sont quand même diffusées sur Maximilien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'avis. Il y a environ 8 000 ou 9 000 avis de marché en permanence sur le site de Maximilien. Donc, voilà, on vous invite à vous connecter sur le site de Maximilien, et puis vous allez pouvoir voir les différentes procédures juste après. Donc, effectivement, sur Maximilien, vous allez pouvoir avoir différents services qui sont identifiés ici et qu'on va vous repréciser au fil de la courte présentation. Si tu veux bien avancer. Donc, pour accéder à Maximilien, il n'y a pas du tout besoin d'installer de choses. C'est tout en mode SaaS, donc 100% dématérialisé. Et donc, grâce à Maximilien, tous les services pour les opérateurs économiques comme vous sont gratuits. Vous allez pouvoir vous faire connaître et faire de la veille justement en vous créant des alertes sur un certain nombre de mots-clés sur lesquels vous souhaiteriez répondre. Donc, pour vous inscrire, c'est simple. Vous allez sur le site Maximilien. Dès le départ, vous allez pouvoir vous créer un compte. Et puis sur ce site aussi internet, donc ça c'est le site institutionnel, vous verrez aussi qu'on a des documents et notamment les guides dont parlait Manel sont aussi disponibles, mais on a aussi une foire aux questions qui vous permet aussi d'avoir des premiers niveaux de réponse aux questions que vous pourriez vous poser quand vous souhaitez répondre à un marché public. Voilà, donc une fois que vous allez créer votre compte, vous allez simplement indiquer votre numéro SIRET, puisqu'on est dans une logique de simplification aussi, et donc on est dans les dispositifs de l'État qui s'appelle Dites-le nous une fois, et toutes les données qui sont censées être connues par l'administration publique ne doivent pas vous être demandées. Donc normalement, quand vous allez rentrer votre numéro SIRET et que vous allez valider, un certain nombre d'informations qui sont déjà connues par l'administration vont apparaître, et vous aurez simplement à les compléter. Donc là, ce qui est important, c'est de bien compléter, par exemple, le descriptif de votre activité, puisque nous, quand vous allez vous créer votre compte, une fois que vous allez valider la création de votre compte, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle une base fournisseur. Et cette base fournisseur, nous, on incite les acheteurs publics à utiliser cette base fournisseur pour faire du sourcing. Parce que Maximilien peut être utilisé par les acheteurs pour lancer des consultations et des marchés au-dessus des seuils, mais ils peuvent aussi l'utiliser pour faire de la consultation sur devis, en se disant, voilà, j'ai des travaux à faire sur telle activité, j'aurai besoin d'un plombier, je sais que mon marché, ça sera à 15 000 €, je n'ai pas besoin forcément de passer par un profil acheteur, mais moi, je vais l'utiliser et je vais pouvoir faire du sourcing, aller chercher dans la base fournisseur en fonction du code CPV, mais pour des activités spécifiques peut-être sur lesquelles vous travaillez, il va pouvoir aussi rechercher par mots-clés. Donc, nous vous encourageons à bien détailler ces informations sur votre activité et tous les champs qui sont disponibles. Ensuite, vous allez donc pouvoir rentrer un ou plusieurs établissements en fonction de la nature de votre activité et de la taille de votre entreprise. Donc là, chaque établissement fera l'objet d'une fiche, et ensuite, vous allez pouvoir créer le compte administrateur de la plateforme. Donc, vous allez rentrer une première personne qui elle-même ensuite pourra recréer des utilisateurs, et chacun pourra ensuite valider et avoir accès et se créer ses propres alertes, par exemple. Donc, une fois que vous allez valider, vous allez recevoir un mail avec vos identifiants. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir rentrer pleinement sur votre espace entreprise. Est-ce que c'est clair sur la partie inscription? S'il n'y a pas de questions, je vais laisser la parole à François qui va vous expliquer qu'est-ce qu'on fait sur l'espace entreprise une fois qu'on a créé son compte. Je vous remercie.
Hop là, c'est bon, normalement on m'entend en présent. Bonjour à tous et à toutes. Merci encore pour l'invitation à évoquer Maximilien et la façon dont ça fonctionne. On est toujours très content de discuter avec les entreprises et de les préparer, de les aider à comprendre comment est-ce que ça se passe de s'inscrire et de répondre à un marché public. Donc la première chose, je voudrais répéter un point très important que Sandrine a déjà dit. Mais souvent, on a des questions sur ça et c'est pas évident, donc je préfère le répéter. C'est gratuit pour les entreprises. Voilà. C'est pas du free-to-play, c'est pas, voilà, vous avez tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui pour les entreprises, c'est gratuit. Voilà. Voilà, ça c'était important. Donc une fois que vous êtes, votre entreprise est enregistrée, que vous avez vos comptes, vous allez avoir une première phase de, disons, de sourcing, de trouver des marchés auxquels répondre. Donc, comment ça se passe? Alors, la première chose, c'est qu'éventuellement, si vous êtes une petite entreprise, vous allez vous mettre, disons, en situation de trouver des partenaires. C'est-à-dire qu'il arrive que les marchés soient justement de taille et d'un format conséquent et que vous ne puissiez pas vous positionner sur l'ensemble des prestations. Dans ce cas, en fait, on met à disposition sur Maximilien ce qui s'appelle une bourse à la co et à la sous-traitance, qui va vous permettre en fait justement de trouver des collaborations. Hein, c'est un peu le meeting de la commande publique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, bah voilà, moi je fais plus de l'électricité et pour répondre à des marchés, j'aurais besoin de quelqu'un qui fait de la peinture. Et puis vous serez positionné en fait comme en recherche de collaboration. Pour ce qui est ensuite des marchés, en fait, vous allez avoir depuis le compte Maximilien voilà, sur lequel vous avez différents onglets. Et dans un onglet avis avec toutes les consultations, en fait, vous allez avoir la possibilité de retrouver tout ce qui est en ligne sur Maximilien. Donc, tout ce que Sandrine a évoqué avant, en fait, vous allez le retrouver par ce biais-là, donc en accédant à toutes les consultations. Je verrai après sur la partie alerte. Et en fait, voilà comment ça va se présenter. Vous allez avoir chaque consultation sera isolée par une ligne qui se présentera comme ça. Et donc, vous aurez voilà, le type de procédure au début, la date mise en ligne sur la partie gauche et la date limite de réponse sur la partie droite. Donc, il faut être très vigilant vis-à-vis de cette date de réponse. Je le répéterai, mais je le dis déjà dès maintenant, il faut s'y prendre à l'avance. C'est-à-dire qu'on ne répond pas à un marché en se connectant 1 heure avant la date limite de remise des plis. Ça, voilà, il faut surtout éviter de se retrouver dans cette position. C'est-à-dire le temps, quelquefois on se dit le temps gagné par l'envoi postal, c'est du temps pour faire de la dernière minute. Surtout, voilà, ne vous mettez pas dans cette situation. Je vous recommande vraiment de prendre de l'avance, même quitte à ce que, voilà, au moment où vous avez repéré la consultation qui vous intéresse, vous avez en permanence, et c'est une obligation réglementaire de l'arrêté profil acheteur, d'avoir un espace pour vous entraîner. Donc, entraînez-vous. Voilà. Vous allez sur cette consultation, celle que vous avez là, elle existe toujours, entraînement à la réponse électronique. Et donc, vous allez, vous regardez, vous essayez de répondre, de poser une question, vous regardez les différents boutons. Prenez 15 minutes pour faire ça. Je vous recommande vraiment de faire ces essais. Une fois que vous rentrez dans une consultation, donc là, vous voyez on a fait accéder à la consultation. En fait, vous voyez que vous avez différents onglets. Hein. Donc, alors déjà, vous avez le rappel, ne pas attendre le dernier jour. Vous avez une consultation de test à laquelle vous avez accès systématiquement. Vous avez un petit logiciel pour tester votre configuration, c'est-à-dire qu'il va vérifier qu'il n'y a pas de problème avec votre configuration informatique et que vous pourrez déposer sans problème. Donc, pareil, ça, faut le faire, c'est très rapide. Bourse à la co-traitance, donc c'est ce que je vous évoquais il y a quelques instants, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui se sont positionnées comme étant à la recherche de partenaires pour répondre à ce marché. Donc ensuite, vous avez les différents onglets qui sont plus vers le bas. Donc publicité téléchargement, vous allez retrouver le DCE. Ensuite, vous allez avoir accès au dépôt et à la messagerie sécurisée avec les questions. Pour ce qui est de la recherche et alerte, vous avez un système qui va vous permettre de faciliter en fait votre prospection, puisque vous allez pouvoir paramétrer des alertes. Vous allez pouvoir les paramétrer plus ou moins finement. Vous avez là un exemple assez précis qui va vous permettre de recevoir un mail chaque fois qu'une consultation sera publiée et qu'elle présente des caractéristiques que vous aurez sélectionnées. Donc vous voyez, il est possible de choisir, disons, très largement, de mettre soit en CPV, donc vous mettez la liste des types de prestations qui vous intéressent, vous pouvez simplement retenir ça. Ou alors, si vous êtes une entreprise concernée par le domaine de l'insertion, vous pouvez également cibler les marchés qui sont réservés ou qui ont des aspects sociaux. Voilà, vous avez la possibilité. Vous pouvez même
tout simplement très largement enregistrer catégorie travaux et enregistrer comme ça chaque fois qu'il y a un marché de travaux qui est publié, vous recevez un mail. Voilà, donc là, vous avez vraiment la possibilité avec cette fenêtre de vous créer des alertes de façon assez fine pour être bien au courant des consultations qui sont sur Maximilien. Voilà, donc ça, c'était pour l'aspect trouver un marché. Hein, voilà. Donc trouver des partenaires, se mettre en position de trouver des entreprises avec lesquelles on va bien répondre, chercher des consultations dans le lot, s'entraîner, voir comment les choses fonctionnent. Et puis, voilà, se créer des alertes pour avoir une prospection efficace. Voilà. Ensuite, pour ce qui est précisément de la soumission d'une offre. Donc, c'était ce que j'évoquais hein, dans l'accès à la consultation. Vous avez vu qu'il y avait un onglet dépôt. Donc, voilà comment ça se présente. Hein. Je rappelle la consultation de test et le test de configuration, hein, qui est très rapide. Hein. Ça vous fait voilà, télécharger un petit logiciel qui va faire un petit check-up pour vérifier que votre navigateur est à jour, que ce genre de petites choses fonctionnent, que vous n'avez pas de problème avec Java. Et ensuite, normalement, c'est bon. Ensuite, lorsque vous allez dans l'onglet dépôt, voilà comment les choses se présentent. Hein. Vous avez donc le dossier de consultation qui est dans publicité téléchargement. Et puis ensuite, vous avez le dépôt qui est en 2 phases. Vous avez donc d'abord, vous sélectionnez si vous répondez seul ou pas. Ensuite, vous avez le mode de candidature. Donc voilà, alors c'est un autre cadre et un autre sujet, le DUM, j'ai pu l'évoquer il y a quelques jours, mais voilà, vous avez la possibilité de remplir votre DUM directement sur Maximilien, ou alors si vous en avez déjà un de prêt, vous pouvez le mettre directement, vous pouvez le récupérer depuis de votre poste pour le mettre en ligne, ou alors avec les modes de candidature standard. Alors, je vois qu'il y a une question. Entreprise de construction, nous effectuons une veille régulière sur les sites. Existe une plateforme qui centralise toute la commande publique française. C'est le rêve de beaucoup de gens. Le BOMP mais non, il n'y a pas tout sur le BOMP. Mais ça n'existe pour l'instant pas. Peut-être qu'il y a des prestataires privés qui proposent ce type d'agrégateur. Mais il y a des discussions et c'est en construction. C'est pas encore, voilà, c'est encore en construction, en chantier. Voilà. Pour en revenir donc au dépôt de votre candidature et de votre offre, donc là c'était disons l'aspect candidature. Et pour la partie offre, voilà comment ça se passe tout simplement. Hein. Vous pouvez faire du glisser-déposer. Et donc mettre l'ensemble des fichiers de votre réponse. Hein, donc là, vous les mettez ici. Votre offre, elle est chiffrée automatiquement par la plateforme, hein, quand vous le voyez, comme vous le voyez en dessous. Et donc là, c'est voilà, bon, soit vous cliquez sur sélectionner les fichiers, vous allez chercher dans votre poste, soit vous les faites en glisser-déposer. Hein, c'est très simple. 2 rappels. Donc je le répète encore, ne pas s'y prendre à la dernière minute. Le critère, pour rappel, pour l'instant, le critère qui a été fixé par la DAJ, c'est le critère du dernier bit chargé. Ah oui, c'est pas octet. Voilà. C'est-à-dire que si vous répondez à un très gros marché, la date limite c'est 12h00, que vous commencez à charger à 11h58, ça risque de pas bien se terminer. Voilà. Donc, et que vous avez une très grosse réponse, vous avez, alors vous l'aviez, c'est rappelé sur la plateforme. Voilà, temps d'acheminement avec un débit de temps 1 minute par mot de réponse. Donc, vous avez une estimation de votre temps d'acheminement de votre réponse. Donc, encore une fois, hein, voilà, c'est-à-dire s'il y a un moment où il faut être à côté de sa box pour charger sa réponse, c'est peut-être le temps de répondre à votre marché public. Voilà. Pour avoir le plein débit. Donc voilà, ça c'était le premier point. Hein, vraiment, en plus, un téléchargement tardif, donc c'est évidemment hors délai et c'est pas régularisable en principe. Donc voilà. Le deuxième point, c'est si vous avez un problème, donc vous avez une fenêtre d'assistance, alors là je ne les ai pas mis, mais en fait vous avez systématiquement ce que j'ai pris de trop près, mais vous avez sur la partie droite de votre écran, vous avez toujours un petit bonhomme d'assistance que vous pouvez solliciter. Hein, il ne faut pas hésiter à le solliciter, mais donc c'est aussi du temps supplémentaire. S'il y a un problème, c'est-à-dire que si à 11h58, votre DLRO est à 12h, il y a un bouton qui ne répond pas sur la plateforme, ça risque d'être tendu. Donc il faut voilà, vraiment s'y prendre à l'avance, c'est vraiment une bonne chose.
Voilà, et contacter l'assistance, donc c'est ce sur quoi je revenais là, c'est une très bonne transition. Donc vous avez, voilà, c'est ce petit bonhomme avec un casque que vous avez sur toutes les pages du site. Voilà. Et donc, ce que je vous incite à faire, c'est chaque fois qu'il y a une problématique sur la passation de votre marché, vous cliquez et vous avez un formulaire à répondre très simple. Vous joignez les captures d'écran et vous remplissez vous cliquez, disons, sur le petit bonhomme depuis la page sur laquelle vous avez un problème. Parce que comme ça, du côté assistance technique, en fait, ils vont pouvoir voir très précisément où est-ce que vous avez rencontré une difficulté. Donc voilà, ça, il ne faut pas hésiter. Et évidemment, le plus tôt c'est pris, le plus pertinent c'est. Donc une fois que vous avez rempli le formulaire, vous avez un petit accusé réception par mail et avec un numéro de téléphone si jamais il y a une grosse urgence. Voilà. Et donc, pour rappel, et pour voir ces choses-là plus en détail, comme Sandrine l'a évoqué, nous avons mis en place des webinaires à destination des entreprises. Donc, le prochain est prévu le 17 juin, et ensuite on aura un en septembre et en décembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire depuis le site Maximilien. Pour pouvoir vous inscrire et assister à ces webinaires à destination des entreprises. Voilà, alors moi, sur mon propos, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Je vois qu'il y avait une question sur les avis d'attribution. Est-ce qu'il y a une alerte automatique enregistrée suite à un dépôt? Alors, si je comprends bien votre question, c'est vous voulez savoir si vous avez des alertes pour les avis d'attribution publiés par les acheteurs, c'est ça? Alors, c'est une bonne question. J'avoue qu'on ne me l'avait jamais posée. Faudrait regarder ça, mais je pense que... Alors, attendez. À mon avis, je pense que vous pouvez, oui, si on regarde, hop, les alertes. Type d'annonce, voilà. Alors, cela dit, là, c'est peut-être grisé parce que je suis allé dans une recherche, mais vous voyez, on peut faire un tri par type d'annonce. Donc, a priori, oui, voilà, ça doit être possible. Alors, conversation. Voilà, hop là. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Je viens de vérifier, effectivement, on peut faire des tris. Ah, voilà. Oui, et vous récupérez même si en complément, vous avez même accès aux données essentielles en fait. Alors voilà, je ne sais pas quel est le niveau d'acculturation des entreprises aux données essentielles, mais depuis le profil acheteur, vous récupérez également les données essentielles. Voilà. Juste pour compléter ce que dit François, les données essentielles, ce sont en fait une nouvelle obligation qui date d'octobre 2018 aussi, qui oblige les acheteurs à indiquer et à valoriser et à mettre en ligne les données concernant l'attributaire. Et donc, sur le site Maximilien, sur les profils acheteurs, on retrouve les données essentielles de tous les marchés passés par les acheteurs publics, avec le montant, l'attributaire, le montant et un certain nombre de données spécifiques sur le marché attribué. Donc ça, c'est aussi, c'est pas un outil de veille spécifique, mais ça peut vous permettre aussi de savoir, voilà, moi, j'ai pas eu le marché, c'est telle entreprise qui l'a eu pour tel montant. Alors peut-être que si j'avais une offre trop basse, trop haute, voilà, ça peut vous donner des premiers éléments de réponse aussi. Pour ce qui est de la question sur les factures, je ne sais pas quoi vous dire. Je sais pas si c'est Chorus, si votre acheteur. Là, pour le coup, ce n'est pas dans notre périmètre, donc je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner une réponse pertinente. Les avantages des marchés de conception. Par rapport à Maximilien, moi, du coup, je voulais attirer aussi l'attention des entreprises sur deux aspects, sur l'identification lorsqu'ils téléchargent le dossier de consultation. Il faut bien penser à s'identifier pour pouvoir recevoir en fait les alertes. C'est-à-dire que quand il y a des questions qui sont posées par d'autres entreprises, quand on répond, nous, à l'entreprise, souvent, on publie également la réponse, la question et la réponse à l'ensemble des entreprises qui ont téléchargé le dossier de consultation. Et la problématique, c'est que si jamais l'entreprise ne s'est pas identifiée en téléchargeant le dossier de consultation, malheureusement, elle n'a pas d'alerte et elle n'a pas d'accès à ces éléments. Et l'autre problématique, c'est lorsque nous sommes amenés à modifier le dossier de consultation en cours également de consultation, c'est une information que n'a pas l'entreprise, donc c'est quand même dommage. Et l'autre point d'attention, c'est, alors moi je suis pas côté entreprise, mais c'est l'adresse mail qui est renseignée
au moment où le dossier de consultation est téléchargé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous déposez votre pli, quand vous téléchargez le dossier de consultation et une fois que vous déposez le pli, tous les échanges ont lieu sur cette adresse mail-là qui est renseignée. Et souvent, on a des entreprises qui ne reçoivent pas l'alerte parce que l'adresse mail qu'ils ont complétée est une boîte mail générique ou c'est justement une boîte mail d'un collègue qui n'est pas là, qui est en congé, etc. Et du coup, ça peut poser des soucis. Donc, vraiment, point de vigilance sur ces deux gros points de vigilance parce que c'est une problématique que nous, côté acheteur, on rencontre. Et du coup, vous avez vu sur la dernière question, pourriez-vous brièvement exposer les avantages et inconvénients des marchés de conception-réalisation? Les MOA publics sont-ils limités, contrôlés dans le recours… attendez, excusez-moi, alors j'étais un peu plus vite, trop vite. Dans le recours à ceux-ci. Je ne sais pas qui… Oui, répond. alors, je peux commencer. Par rapport aux avantages et inconvénients, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les marchés de conception et de réalisation sont c'est une exception en fait par rapport à ce que prévoit la loi MOP, parce que vous êtes censé avoir d'un côté les marchés de conception et de l'autre le marché de réalisation. Donc normalement, le principe voudrait que les deux soient dissociés et que d'un côté, on ait une partie étude de faisabilité et ensuite un marché qui est lancé pour la partie vraiment réalisation, construction avec l'entrepreneur. Il n'en demeure pas moins que c'est une dérogation qui est prévue dans le code de la commande publique. Maintenant, effectivement, elle est assortie, donc il y a des conditions à respecter. Il me semble de mémoire, c'est des spécifications techniques lorsque c'est justifié, en fait, lorsque l'acheteur a vraiment besoin d'associer au même moment celui qui va réfléchir sur la faisabilité au niveau de l'étude et celui qui va réaliser la prestation, enfin construire en fait un entrepreneur. Donc au niveau même de la jurisprudence, ça reste un cas de dérogation qui doit être justifié au cas par cas. Donc après, avantages et inconvénients, je ne sais pas de quel côté est située en fait la question. Est-ce que c'est côté entreprise ou côté collectivité? Côté collectivité, acheteur public, avantages et inconvénients, c'est au cas par cas, c'est en fonction du besoin. La collectivité, de toute façon, elle va lancer une procédure par rapport à son besoin. C'est la procédure qui répond, alors déjà qui répond aux exigences réglementaires, mais aussi par rapport aux besoins qu'elle souhaite, à son besoin tout simplement, hein, auquel elle doit répondre. Côté entreprise, voilà, l'inconvénient, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas, c'est un marché global, entre guillemets, et du coup, on regroupe deux corps d'État. Côté entreprise, là-dessus, c'est pareil, il va falloir se grouper. Hein, quand on est sur la partie bureau d'études, études de faisabilité, etc., il faudra forcément se grouper avec l'entrepreneur, celui qui sera en charge des travaux. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur avantages et inconvénients. Je ne sais pas qui a posé la question et si ça répond à votre problématique, mais ça dépend de quel côté on se situe. Et puis, au niveau des limites, je vous dis, elles sont indiquées clairement dans le code de la commande publique et c'est contrôlé dans la mesure où c'est une dérogation à la loi MOP. Merci Manel. Compte tenu du temps qui passe, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne peut-être une dernière question. Et puis, pour les entreprises qui ont encore des questions, je vous invite à nous envoyer un mail. Et puis, nous, on transférera, que ce soit à Manel, Sandrine ou François. Peut-être une dernière question. Bonjour, dans le cadre des marchés globaux, les grandes entreprises, SS2I en l'occurrence, qui remportent le marché, ont-ils l'obligation à publier des appels d'offres pour les 10% qu'ils doivent sous-traiter aux TPE, PME? Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Concrètement, une obligation pour les entreprises de publier les appels d'offres? Parce que la question, c'est lorsqu'il y a une sous-traitance qui doit être, lorsqu'il y a sous-traitance pour un marché global, je pense que c'est ça. Est-ce que l'entreprise qui a été retenue pour le marché global doit elle-même faire une mise en concurrence avec appel d'offres pour les sous-traitants? Ça, je ne peux pas. C'est aux entreprises. Les entreprises, elles ne sont pas forcément
elles ne sont pas forcément soumises aux règles de la commande publique. Hein. Donc, du coup, après, ça relève de la stratégie de l'entreprise. Au niveau des marchés globaux et par rapport à la disposition que je vous ai présentée, la loi ASAP sur les 10%, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise, c'est au moment où elle dépose son offre, c'est dans son offre qu'on a sa stratégie des 10%. Donc maintenant, effectivement, elle a toujours la possibilité de déclarer les sous-traitants en cours d'exécution, mais elle doit s'engager, on doit avoir les éléments de réponse clairement indiqués dans le pli, dans l'offre. Oui, c'est un marché public à la base, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'acheteur qui est soumis aux règles de la commande publique. L'acheteur a un besoin, il met en concurrence pour satisfaire ce besoin. Lui, il a respecté le dispositif et la réglementation. Après, ça relève c'est de l'intuitu personnel. On est sur des contrats privés, excusez-moi. Une entreprise avec ses sous-traitants, c'est un contrat privé. Donc, j'ai envie de vous dire, après à voir, mais pour moi, une entreprise privée n'est pas soumise aux règles de la commande publique et elle est libre de contractualiser avec qui elle veut. Mais ça, voilà, ça ne concerne pas l'acheteur public. L'acheteur public se doit juste de vérifier que les 10% sont bien présents. Merci Manel encore et merci à tous les intervenants aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là. Voilà, n'hésitez pas, Yael vient de vous mettre dans le fil de discussion nos coordonnées si besoin est si vous avez d'autres questions. Juste pour rappel, donc comme je disais tout à l'heure, nous chez Descartes Développement Innovation, on organise un certain nombre d'animations. Donc, sur les prochaines conférences Descartes, qui sont des conférences innovation avec nos grands groupes, au mois de juin, donc on a une conférence avec GRDF sur le gaz vert. Au mois de septembre, 2 conférences avec Orange sur la 5G et véhicules connectés, puis après avec GRDF sur la mobilité décarbonée. Et puis, au mois d'octobre, une conférence avec Veolia sur les réseaux d'assainissement. Donc voilà, sur nos conférences grands groupes, sur les ateliers Descartes, donc voilà, où on essaie voilà, de donner des réponses en tout cas aux PME, startups sur des cas pratico-pratiques. On est en train de finaliser le calendrier des conférences et les contenus et on vous tiendra informés rapidement. Donc il me reste à vous souhaiter un bon appétit à tous et puis une bonne journée. Et merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Bon appétit. Au revoir.